Ce rendez-vous artistique et culturel qui regroupe les différents acteurs de l'art et de la culture. Et aujourd'hui, dans cette première marche, nous allons aborder la littérature avec mon invité. Il s'agit d'un écrivain, il s'appelle Abdoulatif Ndiaye. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir. Voilà, Monsieur Abdoulatif Ndiaye, vous êtes titulaire d'un PhD en littérature comparée, University of Illinois, Champaign-Urbana. Voilà, et l'auteur d'un premier roman qui s'intitule Le Doubleur, Nouvelles éditions africaines du Sénégal, paru en 2008. Et vous avez obtenu, Monsieur Ndiaye, le prix Ousmane Socé Diop de l'Assemblée nationale en 2008, et dont Mémoire de Kajou, et qui est la suite, et qui est d'ailleurs votre dernier ouvrage. Et vous êtes interprète, introducteur et vit à Stafford, en Virginie, dans la région métropolitaine de Washington, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à la présentation? Je vis aux États-Unis depuis donc presque 40 ans. 40 ans, waouh! Mais j'ai les pieds dans les deux pays. Je viens, je reviens souvent au Sénégal. D'accord. Et le Sénégal m'inspire beaucoup dans mes écrits. D'accord. En tout cas, nous allons donc passer de fond en comble cette œuvre romanesque qui s'intitule La Mémoire de Kajou. Et dans ce numéro de Cercle des Arts, je reçois aussi sur ce plateau une metteur en scène qui s'appelle Bérengère Brook. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Madame Brook est franco-britannique. Vous êtes metteur en scène, directrice de la compagnie BRR Production, et vous faites des spectacles et autres au Sénégal. Vous êtes basée en Afrique depuis des années. Voilà, je suis basée en Afrique depuis longtemps. J'ai été en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Mais là, ça fait bientôt 6 ans, 7 ans que je suis basée au Sénégal, et je dirige donc cette compagnie, Reproduction, avec laquelle je crée des spectacles et on les diffuse au Sénégal et hors des frontières maintenant aussi. D'accord. Madame Bérengère Brook, nous allons parler du rôle du metteur en scène, voilà, et les différents aspects liés à cette fonction, donc dans le milieu théâtral. Et vous annoncez tout à l'heure l'auteur de Mémoire de Kajou, M. Abdoulatif Ndiaye. Votre premier ouvrage s'intitule Le Doubleur. Il est paru en quelle année? C'était en 2008. Et c'est un roman sur la multiplication des biais. Au Sénégal, dans les années 70, il y avait tout un phénomène de multiplication des biais. Des faux biais? Non, de vrais biais. De vrais biais, d'accord. Mais ce n'était pas de la multiplication, c'était une escroquerie. Les gens versaient de l'argent et le gars, il prétendait multiplier de l'argent alors qu'il prenait l'argent des uns et reversait le double aux autres, ce qu'on appelle la pyramide. Et donc ça s'est écroulé à la fin. C'est une activité illégale donc? C'est illégal, mais c'était assez suivi par le public, parce que les gens voulaient de l'argent facile. Ils se sont rendus dans ce village pour que ce marabout, entre guillemets, puisse multiplier leurs billets. Voilà. Des choses mystiques qu'on retrouve dans cette œuvre. Oui, mais en même temps, c'est la réalité du pays. Oui, c'est la réalité. C'est une exploration du concept de la foi. Pourquoi les gens, ils se laissent faire, ils se laissent berner facilement quand on leur dit qu'il y a un gain au bout, un gain facile. Quel a été leur sort après cette multiplication des biais? Ils s'en sont sortis ou bien? Dans la réalité, celui qui était l'auteur de ces multiplications a été emprisonné. Voilà. On l'a arrêté. Il a été appréhendé, il a été emprisonné. Dans mon roman, il s'évanouit dans la nature. Il s'évanouit comme ça? Il disparaît. Il s'évade. Non, on ne sait pas, puisque le roman a des relents mystiques. Bien sûr. Donc à la fin, il y a un mystère autour de son sort. De son sort. Mais il y a des gens, d'autres qui continuent à faire cette multiplication, ou bien après son évasion, entre guillemets? En fait, moi je ne sais pas, mais je sais que de temps en temps au Sénégal, et dans beaucoup de pays africains, il y a ce genre de phénomène.
où on donne ce genre de pouvoir à quelqu'un, où on croit qu'il détient ses pouvoirs, et finalement c'est toujours une espèce d'escroquerie. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Madoff aux États-Unis. Madoff, c'était un gros investisseur. Il a fait exactement la même chose, mais dans le contexte américain. Il n'y avait pas de questions mystiques, etc. Mais lui, il prenait les investissements des gens et il donnait aux autres investisseurs. Et les premiers investisseurs ont été remboursés, mais les derniers ont payé les pots cassés. D'accord. Voilà. Ça, il s'agit de multiplication de billets, mais maintenant on note une multiplication de faux billets. Et on traque souvent ces genres de personnes qui s'y adonnent. Oui, ici au Sénégal. Ouais. Oui. On a vu ce genre de phénomène. C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est votre première œuvre doubleur, et après il y a la suite avec Mémoire de Cajou qui est paru récemment. Oui. Et c'est un roman tout à fait différent qui est en fait la continuation de l'histoire du narrateur. Qui est un ancien instituteur qui était, si vous voulez, le comptable du multiplicateur des billets et qui, lui, parce qu'il a voulu vite s'échapper, il a volé de l'argent et il s'est enfui aux États-Unis. Et donc, dans ce nouveau roman, il raconte un peu sa vie américaine, son rêve américain, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui était ambitieux quand il était là, et quand il est allé aux États-Unis, il a pu concrétiser ses rêves, il a pu se marier à une Américaine, il avait des enfants américains. Donc il raconte un peu cette vie, mais en même temps, il est animé par cette nostalgie de retour au pays. Il veut vraiment revenir, mais comme il ne peut plus revenir au Sénégal à cause de cette affaire, il est plus ou moins coincé. Donc il vit sa sénégalité un peu à l'intérieur des États-Unis, à l'intérieur de sa famille. Dans cette narration, il a raconté les déboires qu'il a eu à vivre là-bas aux États-Unis, ou bien il y a eu quelques bonheurs? Mais il a eu un long parcours. D'abord, il était clandestin quand il est arrivé aux États-Unis, et il s'est débrouillé pour régulariser sa situation. Comme tout immigré au début. Au début, oui. Au début, il est venu avec un visa de commerçant, de touriste, si vous voulez. Mais il est resté aux États-Unis, il s'est marié, il a poursuivi ses études, et finalement, il s'est retrouvé, un peu comme moi, interprète. Et c'est là où il y a une espèce de similitude. C'est simplement un emprunt de ma vie, parce que je connais bien le monde de l'interprétation, je connais bien le monde de la traduction, etc. Et donc, je lui ai collé cette profession pour mieux écrire. Comme on dit souvent en anglais, il faut écrire ce que l'on connaît. Et donc, c'était plus facile de lui donner cette profession qu'ingénieur, par exemple. D'accord. Voilà les différentes péripéties donc de cet immigré racontées dans cette narration qui s'intitule Mémoire de Cajou. Voilà quel a été son sort finalement. Et comment s'appelle-t-il aussi? Je pense que... Le narrateur? Oui. Le narrateur, il s'appelle El Bachir. El Bachir. Sow. C'est un Sénégalais donc. Oui. Vous parlez d'un Sénégalais. Voilà, c'est un Sénégalais, comme je l'ai dit au début, c'est un Sénégalais qui s'est enfui suite à cette affaire de multiplication des billets. Et ça, c'est de la fiction. Oui, pure fiction. C'est pas moi. C'est toujours de la fiction. Non, pas du tout. Mais vous avez emprunté. Mais on emprunte un peu de sa vie, de la vie des gens qui vous entourent pour étoffer votre fiction. Tout à fait. C'est toujours comme ça. Et la vie aux États-Unis, comment est-elle? Voilà La vie pour moi ou la vie pour le narrateur du roman? Oui, le narrateur du roman. Pour le narrateur du roman, la vie aux États-Unis, c'est l'ascension classique de l'immigrant qui au début n'a rien du tout. En fait, au début du roman, le gars se voit subtiliser toutes ses pièces, tout son argent, etc. Donc il n'a rien du tout en poche. Et pourtant, à la fin du roman, c'est un gars qui est confortablement assis,
chez lui, en banlieue, avec sa famille. Et il a eu donc un bon parcours d'immigrants bien instruits qui se retrouvent un petit peu dans le rêve américain. Voilà, c'est un itinéraire pas du tout rose au début qu'il a eu à voir. Comme on le dit, tout début n'est pas facile. C'est ça, c'est ça. Et il a eu, vous savez que c'est toujours difficile de régulariser sa situation d'immigrant dans ce pays. Et donc, il a dû passer par quelques détours pour pouvoir être en bonne situation. Et puis il a eu des problèmes avec sa femme, il a eu des problèmes avec des liaisons amoureuses, tu vois, parce que c'est un aventurier amoureux, etc. Voilà. Madame Brejel-Brook, vous venez de suivre donc les explications de M. Abdou-Latif Ndiaye par rapport à cette œuvre qui s'intitule Mémoire de Kajou. Et là, le narrateur parle de la vie d'un immigré. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez décrypter par rapport à ce qu'il vient de dire? Ben, c'est très intéressant parce que d'avoir un personnage qui vient du Sénégal, mais qui vit sa sénégalité, comme vous dites, aux États-Unis, parce que c'est quand même le sort de tellement de personnes. Donc de raconter ça, je pense que c'est toujours intéressant pour les gens qui vivent ici, mais les gens qui vivent là-bas aussi. C'est sûr. De toute façon, ce qu'on appelle la migration, c'est un grand thème, je pense, des arts en général, soit de la littérature ou du cinéma. Maintenant, c'est un thème qu'on n'a pas fini de creuser, je pense, vraiment. Voilà, très intéressant, M. Abdou-Latif Ndiaye. Aujourd'hui, on voit l'immigration clandestine, qui est devenue un phénomène récurrent, surtout au Sénégal. Récemment, on a dénombré beaucoup de morts par rapport à ce voyage illégitime, je peux dire, et illicite à la fois. Et voilà, est-ce que les jeunes doivent emprunter une piste pour pouvoir sortir du pays? Est-ce une bonne raison de vouloir réussir vaille que vaille? À mon avis, non. À mon avis, il faut tout faire pour qu'on puisse trouver quelque chose pour les jeunes ici, au niveau éducation, au niveau travail. Et il faut également dire aux jeunes que là-bas, c'est pas le paradis, c'est pas rose, comme on disait tout à l'heure, et qu'il y a beaucoup d'Américains, par exemple, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui doivent recevoir l'assistance sociale, etc. tout le temps. Donc, c'est pas le monde qu'on imagine. Et je pense également que les familles ne doivent pas toujours encourager les jeunes à aller braver les océans comme ça pour trouver un petit gain en Europe ou aux États-Unis. Parce que dans leur tête, dans leur mentalité, ils trouvent que quand tu restes dans le pays, tu ne pourras jamais réussir. Et à chaque fois, ils voient leurs compatriotes qui viennent de l'étranger et qui sont bien nantis et autres. Une raison qui les pousse d'ailleurs donc à sortir du pays. Oui, c'est bien possible, mais c'est comme si on voyait un film et qu'on se dise, bon, on va imiter l'acteur. Tu vois, par exemple, il est en train de sauter de 100 mètres, alors que, vous voyez, c'est des artifices, c'est pas exactement la réalité. Et je pense que nous avons beaucoup dans ce pays, dans nos pays, nous avons souvent un manque d'imagination en ce qui concerne les possibilités qui peuvent s'offrir à ces jeunes-là. Mais ça, c'est très loin de la littérature. C'est très loin de la littérature, mais dans la littérature, puis tout y est également, parce que dans cet ouvrage, je pense qu'on peut retenir beaucoup de thèmes également. Quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir? Oui, en fait, ça, mais je pense qu'il y a, surtout dans ce livre-là, il y a le questionnement de cette identité sénégalaise qu'on a quand on est à l'étranger et qu'on se mélange à d'autres cultures. On commence à se poser des questions sur ce que c'est que et ce qu'apporte notre culture à notre identité. Et justement, dans ce roman, le narrateur essaie
de voir comment remonter à sa culture. Parce que quand il arrive aux États-Unis, il est admiratif, il est ébloui par tout ce qui se passe, mais il se rend compte, par rapport à ses enfants, qu'il a en fait perdu sa culture, qu'il a éduqué ses enfants, pas comme des enfants sénégalais ou même sénégalo-américains, mais plutôt comme des Américains. Et donc, il y a également ce phénomène qui se pose chez beaucoup d'émigrés. Il y a une rupture, hein? Il y a une rupture. Il y a une rupture. Et il y a cette idée que si on inculque nos cultures à nos enfants, ils ne vont pas être assimilés à la nouvelle culture. Ils vont être marginalisés. Ils ne vont pas bien parler l'anglais, etc. Et il y a beaucoup d'émigrés qui y vont et qui effacent, dans un certain sens, leur identité culturelle. Identité culturelle. Et je vous interromps, et c'est souvent après reproché par les enfants. Enfin, moi, je vois le cas en France. Après, les enfants grandissent et disent, mais tu m'as jamais parlé Wolof. Voilà. Parce que les parents voulaient tellement qu'ils parlent un bon français de France, que finalement, ils ont éliminé la langue maternelle. Exactement. Et ils déplorable. reprochent ça. C'est triste. C'est vraiment triste parce que c'est pas parce que voilà, une autre culture n'empêche pas sa propre culture. Ce qui est intéressant, c'est le mélange. Exactement. Mais c'est un thème, très contemporain aussi. C'est vrai, voilà, et c'est une problématique vraiment, comme vous venez de souligner ça, Madame Bénégère. Voilà, Monsieur Latif Ndiaye, surtout ça, beaucoup de Sénégalais basés à l'étranger qui ne savent pas, ils savent même, mais leurs propres enfants ne savent pas s'exprimer dans leur propre langue, la langue maternelle de leurs parents. Oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est de la complexité ou quoi? Bon, il y a le fait que quand on est jeune, on n'a pas envie d'écouter ses parents. Et beaucoup de jeunes n'écoutent pas leurs parents. Donc moi, je connais des familles sénégalaises où les enfants parlent effectivement Wolof. Pourquoi? Parce que ses parents ont renvoyé leurs enfants au Sénégal. Et les enfants ont appris jeunes le Wolof et puis sont retournés aux États-Unis. Il y a ces cas-là. Il y a des cas où les deux parents sont sénégalais, mais ils ne parlent jamais Wolof directement parce qu'ils ne veulent pas que les enfants aient des accents. Et donc, je ne suis pas sûr si c'est simplement un complexe ou bien c'est le fait de vouloir s'adapter aux réalités du pays. C'est ça. Mais il faut quand même allier les deux, leur parler la langue maternelle et en même temps, les je ne pense pas que ça peut constituer une entrave. Ben oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est l'idéal, mais malheureusement, on ne vit pas dans l'idéal dans la plupart des cas. Une vie pas du tout facile, hein, le fait d'être à l'étranger de ses parents ici. Non, c'est pas facile, mais on s'y fait. On s'y fait et on se rend compte de son biculturalisme. Et au bout du compte, on trouve que c'est enrichissant. On n'est plus complexé. On est les deux. Maintenant, j'ai autant d'amour pour le Sénégal que j'ai pour les États-Unis. C'est la même chose pour moi. Je suis les deux. Et je ne veux pas dire ça c'est le côté sénégalais ou non, on mélange. On mélange les deux et on assume son identité. Et je pense que c'est la même chose pour les langues. On peut parler deux langues à la fois. Moi, je suis interprète et c'est merveilleux. Français, anglais. Voilà. Et même, je fais du Wolof quelquefois, par exemple, dans les tribunaux. Américains. Et donc, tu vois que c'est utile de parler Wolof aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas de complexe à faire. Il faut seulement assumer que quand on est biculturel, on est biculturel. Oui, c'est ça, il faut l'assumer. Voilà, il faut avoir donc la diversité culturelle qui a un rôle essentiel là-bas dans ce plat. C'est ça. C'est un peu comme quand on est métisse. Ouais. Bon.
qu'est-ce qu'on fait? Oui, quand on est métis, on peut avoir un parent français et un parent africain. Voilà. Et même au Sénégal, on peut avoir un parent Diola et avoir un papa Diola et une mère sérère et autre. Donc le métissage est partout. Donc je pense que la diversité culturelle est importante. Il faut s'adapter à toutes sortes de cultures. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on peut tirer donc de cet ouvrage, en quelque sorte. Et les enseignements qu'on peut tirer également. De cet ouvrage. Non, mais c'est un roman. Oui, c'est un roman, mais d'abord, c'est des thématiques. Oui, mais c'est écrit. C'est écrit. Bon, c'est de la narration. Oui. Donc il y a le divertissement. Il y a le style littéraire, tout ça, ça compte. C'est à travers l'expérience que vous avez eu à avoir. Vous avez pu rédiger ça. Et puis, au lieu d'écrire un essai sur l'immigration, sur la culture, etc., un roman, ça vous permet de mettre tout ça en pratique, de mettre ça dans un contexte où les gens vivent la culture et les cultures se télescopent, etc. Et donc, s'il y a un enseignement dans ce roman, c'est surtout le titre. Le titre, oui, Mémoire de Cajou. Voilà. Et pourquoi Cajou? Cajou. Et Cajou, justement, parce que moi, je compare l'immigré à une noix de cajou. Une noix de cajou, pourquoi? Pourquoi? Parce que aux États-Unis, on ne sait pas, souvent, je ne sais pas, mais on ne sait pas que la noix de cajou, ça provient d'un fruit. Oui. Alors que moi, j'ai grandi avec la pomme de cajou et la noix ensemble. Et donc, l'immigrant, c'est quelqu'un qui a été détaché de sa pomme et qui devient une noix. Et sa seule identité, c'est la noix, c'est pas la pomme. Et c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire il faut rejoindre la noix et la pomme pour assumer toute l'identité de la personne. Et au niveau de la personne elle-même, qui est immigrante, mais au niveau également du regard qu'on porte sur elle. Parce que les gens, souvent, te voient et ils pensent que, bon, tu es tombé du ciel comme ça. Ils ne voient pas la profondeur de tes racines. Tu viens quelque chose là-bas. Tu as laissé une mère, tu as laissé un père, tu as laissé tout ça qu'ils ont chez eux. Et que toi, tu n'as plus. Tout à fait. En tout cas, un livre très intéressant, M. Abdoulatif Ndiaye, Mémoire de Cajou, on peut l'avoir ici au Sénégal. Oui, effectivement. C'est disponible aux éditions Papyrus, surtout. D'accord. Très intéressant, monsieur Abdoulatif Ndiaye, auteur du livre Mémoire de Cajou et de doubleur qui fut d'ailleurs son premier roman. Et nous l'annoncions également avec notre invité, il s'agit de Bérengère Brook. Madame Brook, vous êtes franco-britannique et vous êtes basée en Afrique en tant que metteur en scène. Pourquoi vous avez choisi l'Afrique? Bon, c'est la vie qui m'a emmenée en Afrique. Peut-être l'Afrique m'a choisi. Alors, je sais pas. Ça s'est fait comme ça. J'ai pas au départ choisi. J'ai voyagé pas mal. Et puis c'est vrai que je me suis sentie bien en Afrique, bien accueillie. Mais j'ai aimé les gens, j'ai aimé la culture. Et puis j'ai pu travailler ici, faire mon travail de metteur en scène. Donc je suis restée. Voilà. Vous êtes resté jusqu'à présent. Vous êtes metteur en scène de plusieurs productions théâtrales au Sénégal. Donc au Sénégal, maintenant, je dirige la compagnie Breu Productions, avec laquelle je crée des spectacles et on diffuse ces spectacles au Sénégal et puis un petit peu hors du Sénégal à présent. Donc dans cette compagnie, il y a des acteurs sénégalais, beaucoup de jeunes acteurs, mais aussi des acteurs de théâtre plus connus et reconnus, comme Sadibou Manga, pour ne citer que lui. Voilà, donc des gens qui font quand même partie de la culture théâtrale sénégalaise. Et puis beaucoup de jeunes acteurs comme Asniang, que vous connaissez. Oui, Asniang. Voilà, ou Léa Kane. Et de plus en plus, on est approché par des acteurs des séries. Alors ça, c'est intéressant parce que ici au Sénégal, il y a quand même un problème au niveau de la formation pour les gens qui veulent faire du théâtre. Même si maintenant, ça y est, l'école des arts a redémarré. Donc de nouveau, il y a quand même des cours
pour les gens qui veulent vraiment apprendre le théâtre. Mais il y a toute une génération qui n'ont pas eu accès à ces formations et qui sont passés directement en fait à faire des séries, un peu de cinéma, parce que le cinéma se développe bien au Sénégal, mais beaucoup de séries. Et ces gens-là, maintenant, c'est vrai qu'ils se rendent compte que pour jouer, il y a quand même des bases à avoir et que le théâtre, c'est autre chose. Et puis, c'est un rapport au public qui est différent. Donc, ces dernières années, voilà, là, récemment, j'ai travaillé avec Radim Sen, donc, qui est Billy dans Pod et Marichou, ou alors Dialtiam, qui vient de Idol. Donc, ces gens-là, maintenant, viennent un peu travailler avec nous. Et c'est aussi intéressant d'avoir, de travailler avec ces jeunes-là qui ont un parcours très différent. Vos productions sont diffusées pour la plupart au Sénégal ou bien vous les vendez à l'étranger? Donc on joue toujours au départ au Sénégal. Ce qui est important, c'est aussi la décentralisation, c'est-à-dire qu'on joue à Dakar, mais nous vraiment on va dans les régions. On aime ça, c'est important. Il y a quand même des centres culturels dans chaque région. À Dakar, il faut les faire vivre. Ils ont des belles salles et le public nous attend. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et après, maintenant, on commence à s'exporter un peu. Donc on est allé en Tunisie dernièrement parce qu'on était sélectionné au festival de Carthage. Donc ça, c'est pour représenter le Sénégal. Donc c'était vraiment pour nous un aboutissement. On était très heureux. Voilà. Maintenant, la crise du Covid nous empêche pour l'instant de jouer ici et bien sûr de voyager. On va voir. Et la Covid et ses effets toujours qui handicapent tous les milieux, mais surtout le milieu culturel, avec les annulations de beaucoup d'événements culturels. Oui, c'est compliqué. Alors nous, c'est un peu reconverti, on s'est mis au digital. Moi, je pensais jamais faire ça, mais finalement, voilà, on s'est dit, on veut continuer de travailler, on veut continuer ce dialogue avec le public, parce que nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et on a créé une série web théâtrale, donc on filme ça sur la scène du Sorano, donc c'est vraiment ambiance théâtre, mais c'est des petites capsules de 3 à 5 minutes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc ça s'appelle Chez Abdou, et ça a très bien marché. C'est vrai que le public nous a suivis là-dessus, donc voilà. Vous avez préféré les réseaux sociaux, pourquoi pas les chaînes télévisées? Alors nous, parce que pour l'instant, c'est vrai que notre public, c'est plutôt les jeunes. D'accord. C'est ce qui nous intéresse, c'est à ces gens-là qu'on parle. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait naturellement que ça allait passer par les réseaux sociaux. Mais pourquoi pas à la télévision? On commence juste, nous, voilà, ce truc-là de vidéo. Voilà. Peut-on savoir, Madame Brooks, le rôle de metteur en scène dans la production théâtrale? D'accord. Le metteur en scène, c'est celui qui dirige les acteurs, donc qui crée le spectacle. Voilà. Donc après, il y a plusieurs différentes manières de le faire, parce qu'on peut aussi avoir un directeur d'acteurs sur les grosses productions. Donc le metteur en scène va vraiment plutôt s'occuper de la pièce, de l'écriture du spectacle, de la mise en espace, et on aura quelqu'un qui va travailler sur le jeu d'acteurs. Bon, ça c'est des grosses productions, c'est assez rare. Moi je fais ici les deux. J'écris aussi en plus, donc vraiment moi quand j'écris un spectacle, c'est autant l'écriture du texte que la mise en espace, tout ce qui est l'écriture scénique, on peut dire ça. C'est un rôle complexe ou bien? C'est un rôle complexe qui s'apprend aussi au fur et à mesure, quoi. Même avec une formation, je pense que on apprend toujours. Mais comme un acteur, dans ces métiers-là, on n'a jamais fini d'apprendre, et on apprend en faisant. Ouais. D'accord. Et parmi vos productions théâtrales, il y a beaucoup de thématiques qui intéressent les usagers, en fait, les téléspectateurs ou autres qui suivent cette production. Oui, donc nous on est quand même un théâtre, on va dire social. On traite des thématiques contemporaines de la société sénégalaise, mais africaine. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ça rejoint ce que disait votre première invitée, c'est le Sénégal dans la mondialisation. C'est-à-dire que même sans quitter le Sénégal, on est face à ces problèmes d'identité. Et avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est compliqué en fait, même d'ici, même sans aller à l'étranger, voilà, comment on fait avec sa propre culture quand on a un jeune Sénégalais, qu'on a accès à tout ça aussi. C'est pas évident en fait. Donc on traite de ces problématiques-là, on va dire. C'est important. Après, quand même beaucoup de choses autour des femmes, du droit des femmes, c'est des choses qu'on essaye de défendre dans la compagnie. La migration, on a aussi fait un spectacle qui a très bien marché sur la migration. On essaye toujours de ne pas donner de messages, on est là pour raconter des histoires, pour peut-être grossir certains aspects de la société. Voilà, montrer un peu aux gens, ou attirer leur attention sur telle ou telle chose. Et puis après, ouvrir le débat.
Pour moi, c'est ça. Le théâtre, ça sert à ça. Ça ouvre la discussion dans la société. Nos spectacles sont souvent... ensuite, il y a souvent des débats, des discussions, comme on tourne dans les universités, dans les écoles. On aime ça. Après le spectacle, on discute. Et pour moi, c'est le dialogue. C'est dans une société, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, surtout les thèmes et autres. Monsieur Latif Ndiaye, vous venez de suivre la production théâtrale. Comment vous la trouvez? Au Sénégal ou en général? Au Sénégal. En fait, ce qui m'intéresse dans le théâtre et dans la production théâtrale, c'est que ça permet de contourner les problèmes de langue que nous avons au Sénégal. Parce que, en fait, en Afrique, dans tous ces pays qui étaient colonisés et qui parlent une deuxième langue, une langue étrangère. Et donc, je me demande, dans ce sens-là, si vous évoluez surtout en Wolof ou dans les autres langues nationales, ou bien si vous faites exclusivement du français. C'est surtout en français, même si de temps en temps on peut adapter, puisque moi mes acteurs, bien sûr, ils parlent d'autres langues, donc c'est arrivé qu'on aille dans des régions et qu'on change un peu pour utiliser plus la langue locale. Après, notre théâtre, il est aussi, on va dire, c'est aussi un théâtre de mouvement, d'image. Donc, ça dépend des pièces, mais il y a certaines pièces, celle sur la migration, par exemple, oui, il y a du texte, mais je crois que même sans comprendre le français, on peut suivre. Parce qu'il se passe assez de choses au niveau du mouvement et des images pour, que le spectateur se sente investi et puisse comprendre. Donc, mais ça, c'est une richesse du théâtre aussi. On peut se permettre tellement de choses au théâtre que le texte, pour moi, le texte est secondaire, en fait. Pour moi, le théâtre, c'est pas du tout le texte, c'est le geste, c'est l'acteur. Après, selon le travail, selon le spectacle qu'on veut faire, on rajoute du texte. Mais pour moi, c'est pas du tout la base du théâtre. S'il y avait quelque chose à corriger dans la production théâtrale sénégalaise, qu'est-ce qu'on doit donc faire? C'est pas à corriger, c'est que le théâtre sénégalais souffre d'un manque d'accompagnement, de subventions. C'est vrai qu'il a été un peu laissé de côté. Là, j'ai l'impression que ça repart un petit peu parce que peut-être l'école des arts, il y a quand même des professeurs là qui s'investissent, qui veulent que ça redémarre. Donc j'espère que ça va. Mais il y a des années, pendant des années, il y a eu très peu d'accompagnement du théâtre. Il y a un problème d'accompagnement. Et pour faire vos productions, je pense que ça génère beaucoup de moyens. Qui vous appuie? Alors moi, c'est vrai que les financements viennent souvent de l'étranger. Ah bon? Oui. C'est l'autorité, votre autorité bien? Non, c'est des associations, des fondations, qui nous soutiennent parce que ça les intéresse aussi, les thématiques dont on parle, où il s'est intéressé par ouvrir un dialogue avec la jeunesse africaine. Donc c'est plutôt dans ces axes-là qu'on obtient des financements. Bon, on finance comme ça pour donc faire vos voyages, comme ça faire la production, et en même temps les acteurs. Bien sûr. Ça c'est très important. Mais moi je m'engage pas dans un projet tant que j'ai pas le financement de la production et de la tournée. Parce qu'ici, les acteurs travaillent beaucoup. Ils ne sont pas payés pour les répétitions. Et en plus, après, ils jouent une fois, voire deux. C'est pas possible. C'est trop d'investissement. C'est un énorme travail, être acteur. Nous, notre spectacle, on répète pendant 5 à 6 mois. Et si on compte l'écriture, ça fait 9 mois. Un spectacle, c'est comme un bébé. C'est peut-être 9 mois, moi je dis, pour faire un spectacle. Et donc, si on n'a pas l'argent pour payer ces gens-là, pour qu'ils travaillent, et ensuite, pour les faire tourner, parce qu'on ne peut pas travailler 6 mois et jouer une fois, c'est horrible. Même pour eux, je veux dire, pour moi, c'est horrible. Donc quand on s'engage, il faut qu'il y ait un financement. Il y a des fondations étrangères qui vous financent, mais au Sénégal, on ne voit pas de fondations sénégalaises qui financent des gens qui font du théâtre. Non, très peu. Donc ça prouve que vous vous attachez plus à la culture que nous. En fait, il s'agit d'un soutien. Pas de la culture, mais du côté du financement, on vous soutient plus. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, c'est pas que moi. Je pense que les autres, je suis pas la seule. Et c'est pas parce que je suis étrangère. Je veux dire, j'ai des collègues qui font des mises en scène aussi, qui vont chercher de l'argent ailleurs. Mais il y a peu d'argent pour la culture en ce moment. Bon, après, je sais pas trop pourquoi ni comment. Je sais pas. Mais c'est quand même compliqué, c'est sûr.
En tout cas, il reste l'accompagnement, comme vous venez de le souligner. Et voilà, comment trouver la prolifération de beaucoup d'agences qui font des théâtres. On peut citer beaucoup de sites qui s'attellent spécialement au théâtre maintenant. Voilà, comment vous trouvez ça? Vous voulez dire alors pour... Voilà, la floraison de nombre de pièces, je sais pas de pièces, voilà, je pense de groupes théâtraux et autres, et beaucoup d'agences, on peut citer Marodi, on peut citer beaucoup d'autres. Mais ça, voilà, ça c'est des séries. Donc nous, par exemple, les gens de théâtre, pour nous, c'est pas du théâtre. Pour nous, le théâtre, c'est sur scène. C'est devant les gens en vrai. Vous ne faites que sur... Ah, d'accord. Donc nous, on fait que ça, juste... Des spectacles seulement. On fait que des spectacles. On vient de découvrir la vidéo à cause de la crise de la Covid. Sinon, nous, on fait que du spectacle, ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est-à-dire on joue en vrai devant un spectacle qui est là, qui nous voit en vrai. Voilà, ça pour nous c'est le théâtre. Les Sénégalais s'adaptent à ce genre? Oui, mais ça c'est un genre qui au Sénégal a eu vraiment des heures de gloire, qui était connu à l'étranger, enfin du temps de Senghor, il emmenait la troupe nationale partout. C'était vraiment... Quand le Sorano a été créé, c'était magnifique. Hein. Enfin, moi, j'étais pas là, mais de ce qu'on m'a dit, c'était extraordinaire. Oui, un théâtre sénégalais qui a rayonné. Voilà, je crois que c'est les 15 dernières années où petit à petit, ça s'est un peu délité. Et c'est dommage parce que les pays voisins, que ce soit le Burkina ou la Côte d'Ivoire et même en Guinée maintenant, c'est des pays qui quand même continuent à avoir un théâtre vivant. Donc j'espère que le Sénégal va se relever et puis... puis montrer ce dont il est capable parce qu'il y a eu un très beau théâtre ici. Il y a de très beaux théâtres. Les théâtres vivants, en tout cas, c'est pas une activité qu'on trouve tout le temps ici au Sénégal. S'il y a des gens qui le font, on n'en trouve pas, je pense. Ouais. Oui, on en trouve peu, mais parce que voilà, c'est difficile d'en vivre. Donc forcément. C'est pas facile. Et maintenant que les productions comme Marodi ou Evenprod, eux, ils arrivent à faire vivre des acteurs. Donc c'est aussi pour ça que les jeunes acteurs vont vers ces séries-là. Voilà, parmi vos productions théâtrales, quelles sont les plus connues? Vous avez tout à l'heure parlé d'un prix que vous avez eu. Et voilà, est-ce que vous Donc ça, c'était D'où tu vas? C'était le spectacle D'où tu vas, qui traitait de la migration, justement. La migration. Ouais. Donc voilà, avec l'histoire de 4 personnages qui partent sur la route et qu'on suit dans leur périple. Voilà, donc ça c'est un spectacle qui a bien marché. Après le spectacle, on va peut-être Liking, qui était un spectacle qui était interactif, c'est-à-dire que ça parlait d'Internet et des réseaux sociaux. Et pendant le spectacle, on jouait avec les spectateurs avec leur téléphone, c'est-à-dire que on prenait leur numéro de téléphone au début. Et après, on crée tout un système où ils recevaient des messages, des fausses publicités, des choses à faire. C'était un peu pour montrer la manipulation qu'il y a derrière Google. Pour sensibiliser les gens en quelque sorte. Peut-être, je ne sais pas si c'est sensibiliser, mais en tout cas pour les faire réagir, pour leur faire comprendre qu'attention, en fait, c'est plus complexe, Google et Internet. Et puis ça traitait aussi, en fait, maintenant, il y a ce mouvement un peu de décolonisons Internet. C'est-à-dire, l'homme africain ou la femme africaine, quelle est sa présence sur le net? Si on fait des recherches, c'est un petit peu, c'est assez intéressant. Il y a peu d'images positives en fait de l'Afrique sur Internet. Donc c'est en train de changer. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Donc c'était un peu aussi une des thématiques du spectacle. Voilà, des thématiques très intéressantes qui touchent la société, et vous essayez aussi de sensibiliser donc des gens sur quelques problèmes qu'ils peuvent éviter. Voilà, donc chez Latif Ndiaye, vous trouvez ça, surtout le spectacle, le théâtre vivant, comme vient de le dire Madame Pro. Oui, moi je trouve que, comme elle a dit, il y a une longue tradition de théâtre vivant, et le théâtre, ça fait même partie de la culture traditionnelle au Sénégal, et ce serait bien de faire revivre cela, parce que d'abord, dans nos villages, maintenant on est envahi par la télévision étrangère, toutes ces séries qui imitent les novellas brésiliennes, etc. Et donc, il nous faut revenir un petit peu à ces formes de divertissement local et qui parlent des problèmes locaux
des talents locaux, etc. Voilà, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on peut être demain comme Hollywood? À Hollywood, c'est le cinéma, donc nous, c'est encore différent. Ou Hollywood aussi. Voilà. Mais pourquoi pas un grand peut-être. festival de théâtre à Dakar, moi, ça ferait vraiment plaisir de voir ça. Un festival, hein? Voilà, un festival de théâtre où on pourrait De inviter théâtre. les compagnies qui viennent des autres pays, de l'Afrique et d'ailleurs, ça serait une belle idée. C'est une belle idée, en tout cas, très intéressant. Le rôle d'un metteur en scène, d'un producteur et autres. Donc, beaucoup, c'est comme une chaîne de maillons, il y a beaucoup de branches au niveau du théâtre. Chacun a son rôle. Oui, Voilà. chacun a son rôle, même si dans une petite compagnie, finalement, on se retrouve à faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que voilà, il y a un directeur artistique, des metteurs en scène, un producteur, des acteurs, et puis tous les métiers de la technique, hein, bien sûr, des accessoiristes, décorateurs, scénographes. Enfin voilà, il y a sur des grosses productions, il y a quand même, ça peut faire vivre beaucoup de personnes en fait. Hein. Ça pourrait. Avec ce contexte de pandémie de Covid-19, comment vous pouvez faire pour en sortir Ouais, en ce on ne sait moment? pas. Voilà, comme on vous a dit, pour l'instant, on s'essaye à la vidéo, aux réseaux sociaux. On est là-dedans actuellement. Ouais. On répète quand même. On a un nouveau spectacle qui est prêt à sortir dès qu'on peut le jouer. Mais on ne sait pas quand. On s'adapte. Jusqu'à présent, personne ne sait quand On ne sait pas. qu'on va finir. Voilà. Après le vaccin, quoi. Après le vaccin. Donc, on peut avoir confiance au vaccin. Mais malheureusement, beaucoup de personnes doutent toujours de l'efficacité de ce vaccin. Donc, à essayer. Il faut essayer. Oui. Je pense qu'il faut essayer aussi de sensibiliser les Sénégalais ou bien les personnes pour qu'ils sachent aussi que le vaccin existe là. Mais pour faire ces genres de thématiques, je pense que le ministère de la Santé doit vous appuyer pour pouvoir le faire, ou bien vous pouvez le faire comme ça volontairement. Je ne sais pas, les deux sans doute, quoi. C'est sans doute bien de sensibiliser les gens, c'est sans doute bien, ouais. Parce que des gens écoutent souvent ce que font les musiciens ou ce que disent les acteurs. Oui. Je pense que c'est un bon moyen. Oui, certainement, oui. Ouais, en tout cas, voilà. Je pense que M. Latifia vient de nous parler du vaccin. Les gens qui sont toujours peureux. Et je pense qu'il reste une sensibilisation par rapport à ça. Je pense qu'il faut essayer de sensibiliser d'abord les gens avant de parler de vaccin. Oui, en fait, on en revient toujours à cette idée de la croyance. Pourquoi on doute de tel vaccin et pas de tel autre, par exemple? Qu'est-ce qui anime les gens? Est-ce que c'est scientifique ou bien simplement les gens ont peur parce qu'ils ont peur? C'est vrai, l'origine du vaccin est toujours remise en cause. Voilà. Et pourquoi? Parce que s'il y a des scientifiques qui disent que bon, on a fait telle ou telle chose pour le rendre sûr, s'il y a des gens fiables qui vous disent ça, qui ont travaillé sur le vaccin, pourquoi douter alors que on fait vacciner ses enfants, par exemple, alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le vaccin de la rougeole, par exemple. On ne s'est jamais posé la question, on amène l'enfant, poum, il est vacciné. Donc, je veux dire que c'est plutôt un débat de croyance plutôt qu'un débat scientifique. C'est que les gens ont des opinions sur des choses où l'opinion ne compte pas. C'est ça. J'aimerais. Pensez-vous du vaccin? Oui, moi je vous rejoins. En plus, avec cette situation mondiale, de toute façon, je trouve ça difficile de douter, puisque les scientifiques sont quand même tous mis dans plusieurs pays. Donc c'est même pas, on peut pas dire que c'est tel vaccin. Là, il y en a beaucoup qui sortent en même temps. Il y a beaucoup de pays qui se font vacciner. Pourquoi douter? Là, ça me paraît quand même. Il ne faut pas douter. Ça me dépasse un peu, voilà, qu'on doute du vaccin. Moi, Qu'il soit la bienvenue s'il apporte la solution.